Alors avec tout ça, chers amis et chers camarades, vous avez tout pour devenir férocement écosocialiste. L'écosocialisme, c'est en effet, comme on le verra dans les ateliers cet après-midi, une réponse très concrète à des problèmes concrets. Et c'est aussi un projet qui secoue à la fois la tradition socialiste et le mouvement historique de l'écologie. Parce que jusqu'ici, on le sait tous, le socialisme a visé bien entendu à l'émancipation, mais il lui manquait une composante essentielle, celle de la préservation écologique des conditions mêmes qui rendent la vie humaine possible sur Terre. De son côté, l'écologie, historiquement, a eu un peu trop tendance à oublier l'analyse économique du système et à regarder de loin les luttes sociales. L'écosocialisme, au contraire, est un projet qui a l'ambition de marier les deux, en mélangeant à la fois un socialisme débarrassé de la logique productiviste et une écologie qui soit farouchement anticapitaliste. C'est un projet donc qui défend à la fois les droits humains et l'écosystème, qui replace l'ensemble du système productif et l'économie au service du progrès humain et des besoins réels. En un mot, c'est le bien vivre, le buen vivir, comme disent nos amis latinos et comme en parlera peut-être tout à l'heure Paul Ariès dans sa vidéo. Alors aujourd'hui, c'est à nous qu'il appartient de donner corps à ce projet en conjuguant à la fois justice sociale et préservation de l'environnement. À nous, pour commencer, car personne d'autre ne le fera à notre place. Qui d'autre? Ce gouvernement qui se dit socialiste et qui envoie des CRS matraquer les salariés d'ArcelorMittal devant le Parlement européen, qui veut laisser le MEDEF faire la loi avec l'ANI plutôt que de défendre les intérêts des salariés, et qui vide d'une partie de son contenu la loi d'amnistie sociale en excluant les défenseurs des migrants et de l'environnement. Ce gouvernement, dont une des composantes se dit écologiste, mais n'hésite pas à se féliciter de la confirmation par François Hollande du report de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim à 2016, ou encore, comme tout récemment, hier, dont un des représentants, Daniel Cohn-Bendit, affirme devant le Parlement européen que ce qui sauvera Chypre, c'est l'exploitation du gaz et du pétrole dans la mer Méditerranée. Pardon, mais que ce soit en matière de social ou d'environnement, on ne peut pas dire que le changement soit très clair jusqu'ici. Et qu'on ne vienne pas nous raconter non plus que c'est une question de budget contraint, car l'austérité, finalement, on se rend compte que ce n'est que quand ça les arrange. Je voudrais juste rappeler quelques chiffres à ce stade. Le projet insensé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est 131 millions d'euros pour l'État. La douteuse ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, c'est 8,5 milliards d'euros. Et le projet de site d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros. Et pourtant, il ne trouve pas en revanche 1 milliard pour nationaliser Florange, préserver les emplois et la ressource sidérurgique essentielle dont nous avons besoin pour produire l'acier ici. Et pourtant, rien n'est fait non plus pour anticiper la raréfaction du pétrole ou planifier la reconversion de l'outil industriel. Alors je vais vous faire une confidence face au marasme ambiant, face à ce désespoir qu'on veut nous inoculer en nous disant qu'il n'y a pas le choix. Je vais vous dire, et n'en déplaise à Margaret Thatcher et à son âme, qui avait conceptualisé le fameux TINA, There is no alternative, avec son compère Ronald Reagan, eh bien si, il y a une alternative, et nous le prouvons, carte sur table. Notre contre-budget a prouvé que la relance écologique de l'activité par la demande, c'était 30 milliards d'euros d'économies. La suppression des niches fiscales, la taxation de la publicité, la hausse de la TVA sur les produits de grand luxe, 42 milliards d'euros par an. La réforme et la progressivité de l'impôt sur le revenu, la mise en place d'un revenu maximum, la réintégration des revenus du capital, c'est 20 milliards d'euros supplémentaires. Voilà de quoi créer un pôle public de l'énergie, engager un plan massif de rénovation thermique des logements, soutenir l'agriculture paysanne et enfin mettre en place un vrai projet éco-socialiste. Alors une fois de plus, si eux ne savent pas, nous on peut. D'autant que l'écologie est la colonne vertébrale de notre projet politique, l'humain d'abord, avec la planification écologique comme projet de relance de l'activité et comme projet également alternatif, je vous le disais, à l'austérité. Alors soyons clairs, je parle là bien sûr d'écologie politique, une écologie sociale qui fait le lien entre l'urgence environnementale, la crise sociale et le système économique. Je ne parle pas là de capitalisme vert qui ne voit dans la pollution et le dérèglement climatique une nouvelle source de profit.
Je ne parle pas non plus de l'environnementalisme BA, prêt à laisser le soin de la biodiversité aux branches développement durable des multinationales Suez, Veolia et autres Total ou Vinci. Non, je parle ici de planification écologique. Entre parenthèses, au début, quand on parlait de planification écologique, la moitié de la salle s'évanouissait. Je vois que ça va mieux. C'était à l'époque un gros mot, comme quand on parlait d'anticapitalisme, d'être radical, voire même de peuple. Preuve que la lutte contre l'idéologie dominante commence à porter ses fruits. Notre planification écologique part de quelques idées, simples mais révolutionnaires. Le premier point, c'est que la bifurcation nécessaire des modes de production et de consommation ne se fera ni en un jour, ni en un claquement de doigts. Le deuxième point, c'est qu'elle ne peut pas être laissée au bon vouloir des multinationales privées, dont le seul but est de maximiser les profits. Le troisième point, c'est que, selon nous, seule la collectivité est à même de garantir l'intérêt général. En conclusion, la bifurcation écologique doit donc être pilotée sur le long terme, planifiée et replacée sous maîtrise publique. Voilà ce que nous entendons par planification écologique. Et ce n'est pas un à côté de nos politiques, car il en va de la vie même sur Terre. Dérèglement climatique, perte de biodiversité, pollution de l'air, de l'eau et des sols, épuisement des ressources naturelles, nous ne devons jamais oublier qu'il n'existe qu'un seul écosystème humain et que celui-ci ne connaît pas de frontières. On l'a vu, hélas, avec la marée noire du golfe du Mexique ou avec la catastrophe de Fukushima, les décisions qui sont prises à un endroit de la planète ont des répercussions partout ailleurs. Or, le capitalisme et le productivisme ont un intérêt contraire à sa préservation. Leur intérêt, c'est de produire toujours plus, de vendre toujours plus pour toujours plus de profit. Ce sont donc toujours plus de pollution, de prédation sur des ressources finies, car non renouvelables, et toujours plus d'inégalités sociales. Pour préserver nos biens communs, garantir nos besoins fondamentaux, pour défendre notre écosystème, nous devons donc sortir des logiques de marché et de profit. Cela veut dire concrètement qu'en matière d'énergie, par exemple, nous demandons la création d'un pôle public de l'énergie avec la nationalisation des grandes entreprises du secteur pour mettre en œuvre à la fois la réduction de nos consommations d'énergie et le développement des énergies renouvelables, tout en maintenant un cadre national qui puisse continuer de garantir l'égalité républicaine et le même droit d'accès où qu'on vive sur le territoire, mais aussi l'implication localement de tous les acteurs, usagers et citoyens aux prises de décision. On me dit que je vous assourdis. Je vais essayer voilà, en éloignant un peu plus comme ça, c'est mieux. Donc en un mot, la planification écologique, vous le voyez, elle nous permet d'avoir une vision systémique, une vision d'ensemble, à la fois sur les questions d'environnement bien sûr, mais aussi sur les questions de modèle industriel, économique et de démocratie. Et je voudrais m'attarder un instant sur cette question démocratique, parce que chaque jour nous constatons que de plus en plus cette question démocratique vient percuter l'urgence écologique. Et que la bifurcation écologique dont nous parlons passera aussi par une refondation des institutions de la République. Jaurès proclamait en son temps que la République politique doit aboutir à la République sociale. Aujourd'hui, nous proclamons qu'elle doit aboutir à la République sociale et écologique et à une 6e République éco-socialiste. Parce que malheureusement, les grandes décisions en matière d'énergie et d'aménagement du territoire n'impliquent pas assez les citoyens. Pire, elles s'élaborent souvent dans l'opacité la plus totale ou en refusant d'entendre les mobilisations populaires. Ce qu'on appelle aujourd'hui les grands projets inutiles et imposés, dont j'ai cité quelques exemples tout à l'heure, sont aujourd'hui autant de symboles de la confiscation de la souveraineté populaire et de projets qui accaparent l'argent public en totale contradiction avec les discours austéritaires. Et malheureusement, les scandales financiers et les conflits d'intérêts ne se cantonnent pas aux paradis fiscaux et autres banques suisses ou des îles Caïmans, puisque des soupçons de corruption planent également sur les agissements d'Areva au Niger, que des conflits d'intérêts pointent le nez sur les travaux du Lyon-Turin côté italien et sur l'entreprise Vinci en Russie. Le débat national sur la transition énergétique, de son côté, a exclu d'emblée la question du nucléaire,
On a vu de nombreuses associations environnementales se voir retirer leur agrément et se retrouver de fait exclues des négociations gouvernementales. Voilà qui n'inspire pas beaucoup de transparence et de démocratie dans ce champ-là. Et malheureusement, voilà également autant de décisions opaques qui affaiblissent le débat public et qui détournent de plus en plus les citoyens du dialogue avec des élus qui, pour eux, ne les représentent plus. C'est aussi pour cette raison que nous appelons à cette grande marche citoyenne dont vous avez sans doute entendu parler du 5 mai, et qu'un appel des écologistes a été lancé à cette occasion pour que écologie puisse également rimer avec démocratie. Nous avons été rejoints par différentes personnalités, comme Paul Ariès qu'on va voir tout à l'heure, mais aussi Eva Joly, Jacques Testard, Aurélien Bernier et bien d'autres qui appellent aussi à marcher le 5 mai à Paris. À marcher donc, et puis évidemment à continuer le débat, puisqu'aujourd'hui nous avons, je crois, avec le Front de gauche, gagné notre légitimité sur le terrain de l'écologie et commencé à réussir à faire évoluer une vision très béton, électricité, issue d'une certaine tradition de la gauche en France. En gros, celle qui croyait encore au traditionnel triptyque production, croissance, consommation. Aujourd'hui, nous savons que la relance de la croissance économique, au sens du produit intérieur brut, en plus d'être économiquement de plus en plus hypothétique, n'est ni souhaitable ni tenable du point de vue des ressources naturelles et des écosystèmes. Nous savons aussi que les richesses existent et qu'il n'y a pas lieu d'attendre cette hypothétique relance pour les distribuer. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas les richesses, c'est le courage politique d'aller les reprendre dans les poches des actionnaires et de les remettre là où elles n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire au service du peuple. Nous avons réussi également à inverser dans un nombre d'esprits croissant la logique traditionnelle de l'offre et de la demande, car l'antiproductivisme, souvent on me demande de définir ce que c'est. Ce n'est pas une notion encore très courante dans l'esprit de tout le monde. Eh bien l'antiproductivisme, c'est tout simplement ça. C'est cesser de raisonner en termes de production à écouler sur le marché, ou peu importe finalement ce qu'on produit, comment et où, mais au contraire repartir des besoins sociaux et non de ceux des actionnaires qui, eux, ont besoin de produire toujours plus pour augmenter leurs profits. Alors il faut aussi être lucide et honnête avec nous-mêmes. Ces notions d'écosocialisme, d'objection de croissance, d'antiproductivisme ou encore d'écologie politique et radicale ne sont pas encore totalement partagées. Nous nous heurtons encore parfois au réflexe d'opposition entre création d'emplois et préservation de l'environnement sur de nombreux sujets, souvent sur des projets industriels. Avec le taux de chômage et la crise sociale, évidemment, l'argument de l'emploi est souvent mis en avant et souvent, malheureusement, au détriment de l'environnement. Et pourtant, on sait aujourd'hui que la relocalisation et la transition écologique permettraient de créer de nombreux emplois locaux et pérennes. Et on sait aussi le coût catastrophique dont on parle moins souvent du laisser-faire libéral. Selon le cabinet d'études BCG, qui ne peut pas être suspecté de gauchisme radical, la seule augmentation du prix du pétrole pourrait détruire 100 000 emplois dans l'industrie automobile dans les 5 à 10 ans à venir. Cet exemple, à lui seul, montre bien que la question n'est pas tant de savoir si l'écologie produit ou détruit de l'emploi, mais bien de savoir si on laisse le marché faire ou si on anticipe en les créant là où on en a besoin. C'est tout le sens de la planification écologique. Un rapport récent du CNRS a chiffré le nombre d'emplois qui seraient créés par le scénario de transition énergétique négawatt. Ce serait 630 000 emplois qui pourraient être créés d'ici 2030. Vous le voyez, il n'y a pas que la vaisselle écologique et l'abandon du plastique qui créent de la main-d'œuvre. Alors imaginez, en conjuguant la relocalisation des activités, la réindustrialisation sur des bases sociales et environnementales, la reconversion de l'outil de production et une plus forte redistribution du travail, notamment avec une réduction importante du temps de travail, une politique interventionniste pourrait produire des millions d'emplois en France. Mais, évidemment, cela ne se fera pas sans des liens forts avec le monde du travail. Et sur ce sujet de l'écologie, soyons honnêtes, ils sont à recréer. Parce que précisément, des décennies de discours environnementalistes opposant les uns et les autres, culpabilisant les citoyens, pointant du doigt les syndicats, ont aussi dressé toute une catégorie de la population contre l'écologie, ou du moins contre une certaine écologie. Soyons clairs, nous ne nous reconnaissons pas dans cette écologie-là, celle qui culpabilise les individus pour mieux éviter le vrai débat, qui est celui de la responsabilité pour nous du mode de production capitaliste.
Cette écologie qui porte les fausses solutions du capitalisme vert lorsqu'on nous explique par exemple que pour sauver la planète, il faudrait se brosser les dents sous la douche. Cette écologie-là est pour nous une écologie d'accompagnement qui prend le problème par le petit bout de la lorgnette, coupé des classes populaires, sans critique sérieuse de l'économie mondialisée et sans vision sociale. C'est pourquoi une des vraies nouveautés de notre approche et de l'écosocialisme, c'est de faire le lien systématiquement entre les questions écologiques et les questions sociales et d'y associer le monde du travail, les syndicats, les salariés en lutte pour leur emploi. En somme, réapprendre à penser l'écologie en repartant des besoins sociaux. Et c'est ainsi que nous avons, au mois de mars de l'année dernière, en pleine campagne présidentielle, organisé un forum national réunissant des représentants de salariés en lutte venus de toute la France qui ont présenté et échangé sur leurs projets de reprise, souvent sous forme coopérative, en y intégrant systématiquement un volet de planification écologique. Ça a été le cas de la raffinerie de Petroplus, les papeteries Emreal, le TD Fralib, les aciéries d'Arcelor ou encore la pétrochimie avec Arkema. Ce sont les salariés de ces entreprises qui font tourner les machines, ce sont eux qui connaissent l'outil de production, eux qui possèdent les compétences. À l'évidence, la reconversion écologique ne se fera pas sans eux, encore moins contre eux. Voilà notre défi, et aujourd'hui il a un nom, il s'appelle l'écosocialisme. Car l'écosocialisme finalement, c'est exactement ça, et en somme, tel des Monsieur Jourdain de la politique, nous en faisons, sans le nommer, depuis 4 ans, depuis la création du Front de gauche. Mais aujourd'hui, nous devons nommer ce projet, oser le définir et lui donner vie. Car nous ne pouvons pas continuer à résister et lutter sans construire une véritable alternative politique à la droite, à l'extrême droite et aux libéraux en tout genre. Et cette alternative, eh bien, elle a besoin d'un projet crédible, d'un projet qui soit porteur d'espoir, un projet qui donne à voir qu'une autre société est possible pour que la colère qui s'accumule de plus en plus dans notre pays ne bascule pas du côté de la haine. Gramsci disait « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Les combattre, voilà ce que nous faisons, et dans ce cadre, construire le projet écosocialiste n'est pas une perte de temps. C'est au contraire un investissement politique essentiel pour l'avenir de notre gauche en France et à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le parti de gauche a lancé les Assises pour l'écosocialisme le 1er décembre dernier à Paris, très vite rejoint par de nombreuses organisations du Front de gauche et en présence de nombreuses personnalités, associations, syndicats et revues. Face au succès de cette première édition, il a été décidé d'en faire un processus permanent, co-organisé par un comité national, dont fait d'ailleurs partie notre camarade Vincent Gay, qui est présent également aujourd'hui, et alimenté de nombreuses initiatives locales. Notre manifeste, et ses 18 thèses pour l'écosocialisme, qui est présent ici sur les tables, en est à la fois le premier résultat et le tout début d'un processus. Ce manifeste a déjà été débattu dans de nombreuses villes, à Nice, à Marseille, dans l'Hérault, au Maghreb, dans l'Aveyron, et bientôt dans une quinzaine d'autres villes en France. Il a été également traduit dans une dizaine de langues pour être discuté dans de nombreuses assemblées à l'international, jusqu'à la 2e édition nationale des Assises qui se tiendra à la fin de cette année. Et pendant que, ici même, nous apportons notre pierre aujourd'hui à Beaumont à ce large débat, nous avons également des camarades qui sont réunis en même temps dans l'Essonne pour des assises, là aussi décentralisées, qui ont lieu dans le 91. Alors en conclusion, amis camarades, pour rompre avec le système capitaliste et effectuer la nécessaire bifurcation sociale et écologique, nous disposons désormais d'un projet, l'écosocialisme, de la planification écologique comme programme et d'une stratégie, la révolution citoyenne, c'est-à-dire la réappropriation de la politique par toutes et par tous. Combinés, je crois qu'ils peuvent nous donner les outils pour mener de front à la fois la lutte institutionnelle, la bataille culturelle et les résistances de terrain. Et il faudra bien ça pour redonner aux citoyennes et aux citoyens le goût de la politique, la vraie, celle qui agit pour l'intérêt général et qui rend un autre monde possible. Paul Éluard a écrit « Un autre monde existe », il est dans celui-ci. Alors allons le chercher. Merci à vous.